Euh, Comme pour tout ce qui concerne la psychanalyse, on ne peut pas dire oui ou non. C'est toujours, il faut différencier. Euh, euh, En principe, la présence de l'analyste est absolument indispensable pour que l'analyse puisse avoir lieu. Et toutes les autres tentatives n'ont pas donné grand-chose. Parfois les gens disent, oui, en fait, ce que je vous raconte, je le sais déjà. Je, et je pourrais tout aussi bien en parler à un ami, ou en parler à un magnétophone, ou bien à un mur. Voilà. Alors, euh, mais il s'avère que voilà, la présence réelle de l'analyste est indispensable. Ceci dit, les situations ne sont pas toujours aussi claires et qu'on ne peut pas toujours trancher de façon si nette. Euh, et il faut dire aussi que depuis un certain temps, l'IPA a reconnu comme étant acceptable la procédure de faire des séances par Skype, par exemple. Alors, il y a déjà une différence Skype ou téléphone, avec image ou sans image. Il y a déjà une différence, il y a une nuance. Euh, euh, je peux parler de ma propre pratique où il est arrivé que, effectivement, j'ai fait un travail avec quelqu'un pendant longtemps, pendant des années, et que cette personne a déménagé dans une autre ville, voire dans un autre pays, même parfois dans un autre continent. Donc j'ai été confronté à tous ces cas de figure et la personne a souhaité continuer. Et donc on a continué les séances et ça a très bien marché. Ça ne marche pas bien dans tous les cas. Parfois, ce qu'on voit, c'est que c'est plutôt on maintient quelque chose qui a déjà été mis en place et ce n'est pas la même intensité du travail. Et que parfois ça se perd comme ça, les séances deviennent plus rares et puis s'arrêtent. Et puis quand la personne revient de nouveau dans la région, on reprend de façon plus intensive. Donc je considère que ça peut être possible de temps à autre de poursuivre un travail qui est entamé, aussi pour des raisons tout à fait pratiques, la personne doit partir, on exige dans la mesure du possible de voir l'analysant quand même de temps à autre, et le mieux régulièrement, pour justement éviter que ça devienne une analyse virtuelle. Il est vrai que la vie moderne et la technique moderne permet ce genre de travail, ce genre de science, et je sais que c'est beaucoup pratiqué. Mais ce n'est pas forcément la meilleure solution. Et donc ça va un peu dans le sens d'une virtualisation des rapports humains, des échanges. Il y a des gens qui ont des rapports entre guillemets sexuels de façon virtuelle et uniquement de façon virtuelle, et parce que ça leur paraît beaucoup moins dangereux que de rencontrer la personne in vivo. Donc c'est presque comme des rapports in vitro. Et donc je pense que pour l'analyste, ça devrait rester l'exception, ça devrait rester une limite jusqu'où ça peut se réaliser, ça peut se faire, mais qu'en aucun cas ça ne devrait être la règle. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans l'analyse, c'est la présence des corps qui est aussi importante. On en parle peu, mais on en parle quand même. C'est aussi la voix. On peut dire que la voix, elle se transmet aussi par téléphone et donc aussi par Skype, mais c'est quand même la présence réelle
qui devrait être la base. Alors, on peut imaginer des cas alors, encore un peu plus extrêmes, et je sais aussi qu'ils existent. Et j'ai moi-même été une fois amené à commencer un travail avec une personne qui habitait à l'autre bout du monde, et donc que j'ai vu une première fois. Et puis on a commencé des séances régulières, mais est-ce que c'était parce que c'était ce cas-là, mais on n'a jamais atteint l'intensité d'une analyse avec une élaboration de l'inconscient, etc. Je crois que là, il y a quand même d'autres facteurs qui interviennent. Et le transfert, on le sait, fait intervenir souvent des tout petits détails dans le réel. Dans le réel de la présence de l'analyste, de l'autre, et donc qui disparaissent forcément avec le Skype ou le téléphone. On pourrait dire que oui, il y a peut-être d'autres façons de faire intervenir le réel, mais je crois que la virtualisation est poussée trop loin, et que c'est une tendance dans laquelle notre vie actuelle évolue, ou vers laquelle elle évolue, mais que c'est certainement pas ce qui est à rechercher pour une psychanalyse. Oui, ça indique la façon dont l'autre intervient dans tous les mouvements, dans toutes les émotions, dans tout ce qui peut affecter l'être humain. C'est que la situation est foncièrement différente si je la vis seule ou si c'est en présence d'un autre. C'est que l'autre introduit justement une dimension supplémentaire qui inscrit ce qui m'arrive dans une adresse et lui donne un sens. Et donc cette observation que vous faites, elle est tout à fait juste, elle est extrêmement fréquente, et avec les enfants, on le voit toujours qu'un enfant peut se faire mal et ne pas du tout réagir, très bien supporter. Avec la présence, l'apparition d'un tiers, il donne une autre expression à ce qui lui est arrivé. Alors bien sûr, on peut le voir sur un plan négatif et dire voilà pourquoi l'enfant a besoin il exagère, c'est pas authentique, etc. Mais on peut aussi le voir autrement et, dire que c'est justement la présence d'un tiers qui permet de donner une expression, qui permet de manifester quelque chose, de l'exprimer avec des mots, dans le meilleur des cas, qui contribue à transformer une situation. Donc un simple, on pourrait dire, c'est un simple trauma, ou disons une situation, elle ne devient traumatique que par le fait qu'il y ait un tiers à qui on peut en parler. Parce qu'autrement, on subit, mais on a besoin de ce tiers pour le dire. Et même avant de le dire, de le manifester, qui est bien sûr déjà pris dans une adresse et aussi déjà dans une parole, même si elle n'est pas articulée. Et donc, l'exprimer, le manifester, et tant mieux, d'autant plus si on peut en parler, transforme la situation. Donc c'est presque,
comme si un réel est transformé, ou pour le dire dans une expression lacanienne, est élevé à la dignité d'une valeur traumatique. Le trauma est créé dans l'après-coup de ce qui advient. Et ça ne peut être possible que dans une adresse. Alors, ça c'est, si on part de cette base, il faut aussi tenir compte de l'autre aspect, d'un autre côté, c'est que l'enfant, bien sûr, exagère, avec une attente bien évidente d'être pris dans les bras par sa mère, d'être rassuré, de pouvoir se plaindre, etc. Chez l'adulte, c'est la même chose. Vous avez parlé de tristesse, mais la dépression, ce qu'on appelle dépression, est dans une très large mesure aussi inscrite dans une adresse à l'autre, avec une attente de bénéfices secondaires. Et donc ça peut, à la fois c'est un mécanisme donc qui est nécessaire, utile, voire salutaire, et à la fois il y a des abus des petits jusqu'aux plus grands abus imaginables de cette manifestation. Donc surtout l'attente de bénéfices secondaires. Et il dépend alors beaucoup de la façon dont l'autre réagit. Je ne parle pas seulement de l'autre maternel, mais ça peut être l'autre, le partenaire, mais c'est aussi la société. Parce qu'il y a tout un système qui est basé là-dessus, d'attendre des bénéfices secondaires de la société. Donc c'est là-dessus, sur ce vecteur-là, de la façon dont le sujet adresse un affect et la façon dont l'autre réagit, c'est là-dessus que se greffe une bonne partie du travail analytique, qui, bien sûr, et on ne cesse de le répéter, n'est pas là pour répondre à la demande, qui n'est pas là pour satisfaire une plainte, mais qui est plutôt là pour l'accueillir, pour l'entendre, pour l'écouter, éventuellement, justement, de la transformer, pour que ça puisse devenir une expression de quelque chose, d'une vérité du sujet là-dedans. C'est à ça que la psychanalyse est intéressante. Non pas aux bénéfices secondaires qu'il peut en tirer et aux assurances que l'individu va en tirer. Et c'est pour ça qu'il y a tout un système d'assurance que la société a mis en place pour accueillir des demandes et presque produire des demandes qui sont malsaines. Tout comme une mère peut produire une demande malsaine de la part d'un enfant, ou, on parle de la mère, bien sûr, les pères ne sont pas à l'écart, ils peuvent aussi tout à fait exagérer dans ce sens. Au même titre, une société, avec les systèmes de protection sociale mis en place, peut contribuer à pervertir le rapport à la demande et qui bloque pour certains définitivement tout accès à leur propre désir. Un désir qui est toujours un rapport à la perte. Ici, c'est le but que rien ne doit être perdu. Oui, c'est l'idée qu'il puisse y avoir un rapport au désir sans perte. Le désir est basé sur un interdit qui est posé au départ, un désir de l'objet primordial,
on pourrait dire, de la jouissance. Ou pour le dire dans des termes freudiens, psychanalytiques, c'est l'interdit qui est posé sur la mer, sur le corps de la mer. Si cet interdit fonctionne, le désir trouve une assise à partir d'un objet qui est biffé, qui est raturé. Cet interdit du corps de la mer, ça c'est intéressant de le remarquer cliniquement, vaut pour les garçons comme pour les filles. Parce qu'il y a aussi des filles pour lesquelles le corps de la mer n'est pas interdit. Et donc elles sont, pour elles, ça devient après extrêmement difficile de quitter cet environnement maternel qui est incestueux ou incestuel d'une autre manière que pour le garçon, qui n'entraîne pas forcément la folie, la psychose, mais qui entraîne une aliénation qui peut être égale à celle de la psychose. Donc c'est un des acquis fondamentaux de la psychanalyse et un point de départ de la pensée psychanalytique, c'est cet interdit premier, primordial, et qui entraîne une perte, mais une perte qui est constitutive d'une possibilité. Donc si on parle du désir impossible, dans l'hystérique se fait d'une certaine façon le porte-parole, très bruyant le cas échéant, c'est un impossible qui est bien réel, mais qui d'un autre côté est aussi la condition même que les désirs puissent fonctionner. Donc si c'est à ce niveau-là qu'on introduit la loi, c'est par rapport à cet interdit primordial, on peut effectivement trouver un accord entre le désir et la loi, mais une loi quand même qui implique toujours aussi un impossible, et donc une limite. Mais c'est une limite auquel se heurte le sujet qui s'expose à son désir, qui peut faire mal, mais qui est, d'un autre côté, la condition d'une possibilité, d'un rapport au désir et d'un rapport à l'objet, en tant qu'il ne disposera jamais complètement d'un objet. Donc c'est un rapport au désir qui introduit une coupure dans une jouissance qui se voudrait absolue. Dans ce qui renvoie à la situation de l'hystérie et à l'enseignement de l'hystérique qui est confronté à ce désir impossible dans la mesure où il, ou plutôt elle, l'hystérique, se voue à une jouissance absolue, mais qui est exclue. Donc qui revient, dont il y a peut-être un représentant quelque part. Lacan, pour en parler de cette jouissance absolue, a parlé de l'au-1. Il y a au-1 pour qui cette jouissance fonctionne. C'est l'endroit où Freud a situé le père de la horte primitive dans Totem et Tabou. Mais ce sont des constructions théoriques, mais qui fonctionnent dans la construction du fantasme de l'hystérique, qui en est au-1. C'est-à-dire que tous les autres qui sont accessibles n'arrivent jamais à la hauteur, à la cheville de cet au-1. Mais c'est à cette condition-là que le désir est possible. Comme un impossible, ou un impossible qui, malgré tout, permet un rapport à l'objet, en
tant que perdu. Alors c'est ça toujours la difficulté à laquelle on surfe et qui est toute l'élaboration de la psychanalyse, d'aboutir à ça. Donc ce n'est pas une connaissance intellectuelle d'un processus, mais c'est un processus qui est éprouvé dans son corps même, dans sa chair. Un processus qui implique une perte, une déperdition de jouissance. On revient toujours à la même question, une déperdition de jouissance qui est la seule chose de ce qui de la jouissance peut être perçue.